Je vais commencer par une vérité qui risque de piquer un petit peu. En même temps, ce n'est pas la première ni la dernière fois, mais je tiens à ce que tu saches que ton partenaire n'est pas là pour te rendre heureux. Et si tu passes tes journées à attendre qu'il ou elle devine tes besoins pour enfin te sentir comblé, tu es en train de préparer très soigneusement le crash de ta relation et de revenir sur Couple Heureux dans quelques mois, quelques années pour te dire Pascal, je me rends compte que je ne suis pas heureux en couple, je rêvais d'être un couple heureux et je n'y arrive pas. Parce qu'en fait, on nous a vendu le couple heureux comme une destination touristique, un truc qu'on finit par trouver si on a de la chance et si on rencontre la fameuse âme sœur ou la seconde moitié. On nous a fait croire que si c'est le bon, ça doit être naturel, ça doit être fluide, ça doit être magique, mais la magie c'est pour les enfants, c'est dans le monde de Disney, comme je le dis régulièrement. Dans la vraie vie, l'attente de la magie, c'est ce qui fabrique de la rancœur, de la solitude, de la frustration et des factures émotionnelles que personne ne peut payer. Aujourd'hui, on va voir que tout ça, c'est de la foutaise, et je pense que tu as bien commencé à le comprendre, qui se retrouve malgré tout dans les communications bienveillantes, avec les compromis tièdes. Je vais t'expliquer pourquoi la spontanéité est le cimetière du désir et comment l'égocentrisme devient une réalité, un moteur de la réalité qui est le plus puissant pour bâtir un couple heureux. Alors prends ton temps, si tu écoutes ce podcast pendant que tu es en train de conduire ou de faire autre chose, pourquoi pas, mais je pense que tu auras besoin à un moment de t'arrêter, de prendre ton stylo et un cahier ou une feuille pour prendre quelques notes. On y va, on va apprendre à co-créer la réalité que tu attends. C'est parti. La réalité est assez claire, c'est que l'on cherche souvent un conjoint comme une option sur une voiture, en espérant qu'il comble nos manques. Ton partenaire n'a pas pour mission de te rendre heureux, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Donc attendre qu'il fasse le nécessaire, qu'il corresponde et espérer ne pas faire d'erreur de casting, c'est finalement emprunter des chemins sur lesquels tu vas te mettre les doigts dans l'œil jusqu'au coude et avoir très très mal. Parce qu'en réalité, l'épanouissement personnel dans la relation est déterminant. Il est vraiment essentiel que dès le départ de cette écoute, tu comprennes l'importance de l'épanouissement personnel. Parce que l'épanouissement conjugal n'est que le résultat d'un épanouissement personnel de part et d'autre. Un couple heureux, c'est d'abord deux personnes responsables de leur propre météo intérieure, dirais-je. Par conséquent, il est vraiment important, je dis vraiment prépondérant, que ce soit clair, que tu travailles véritablement sur ton épanouissement personnel, sur ton bonheur personnel, sur la réponse à tes propres besoins, sur ton équilibre personnel. Et toute personne que j'accompagne dans les séances de coaching savent vraiment combien on travaille là-dessus, que ce soit dans un niveau 1, 2 ou 3 ou à plus avancé, où on apprend vraiment à instaurer le bonheur en soi. On apprend à le puiser, pas dans son partenaire, mais bien ailleurs, pour l'instaurer, le répandre, l'installer, le déployer en soi de manière à vivre une relation personnelle épanouissante, satisfaisante, et par voie de conséquence, un couple épanouissant et satisfaisant. Parmi les idées que l'on nous vend, il y a celle qui consiste à penser que si on doit planifier ou travailler la relation conjugale, faire des efforts, et que c'est pas de l'amour en fait. Mais depuis quand quelque chose qui demande de faire un effort n'est pas de l'amour? Je pense qu'on est en train de jouer sur deux terrains qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est comme si on était deux équipes ou deux mêmes copains et qu'il y en a un qui joue au handball pendant que l'autre joue au foot sur le même terrain et qui joue ensemble en fait. Ce ne sont pas les mêmes règles. Il y a un véritable problème. On peut planifier, travailler au lien et que ce soit de l'amour. Parce qu'en réalité, cette pseudo-fantaisie consistant à dire que si ce n'est pas spontané, eh bien, ce n'est pas de l'amour, c'est de la foutaise. La spontanéité, c'est le cimetière du désir. Tout ce qui a de la valeur, la santé, les compétences professionnelles, des aptitudes acquises, du savoir-faire, du savoir-être, tout cela,
s'apprend, ça se planifie. On apprend à écrire, on apprend à lire, à compter, ça se planifie. C'est pas parce qu'on a appris que ça n'est pas naturel ou que ce n'est pas amour. Pourquoi dans ton couple, si tu as quelque chose à apprendre, il y a un problème? Tu planifies tes réunions et tu organises tes séances de sport. Tu gères tes investissements, c'est pas spontané. Pourquoi le couple échapperait-il à cette rigueur? La vérité, c'est que la spontanéité favorise toujours la loi du moindre effort. Sans intention, on finit devant une série, chacun sur son téléphone, en appelant cela une soirée à deux. Pour sortir de la routine amoureuse, il faut de la structure. J'ai bien dit il faut, et je sais que certains de mes clients, de mes coachés sautent au plafond en disant « Pascal, tu as dit il faut ». Oui, je sais, je pèse mes mots. Il faut de la structure dans la routine amoureuse. Et en même temps, même si tu m'entends et que tu as sauté au plafond, tu t'es dit ah oui, les rituels de connexion, les habitudes que l'on met en place, les routines matinales. Et on est en train de mettre en place de la structure. Le désir ne survit pas dans une attente passive. Il s'entretient par des rendez-vous qui sont délibérés, qui sont posés sur l'agenda, des décisions qui sont fermes, une logique au service de l'émerveillement finalement. C'est comme si tu voulais faire une recette réussie et que tu te dis, voilà, au hasard, je prends ça, on y va, on cuisine, je sais pas dans quel ordre, on s'en fiche et on espère que le résultat soit sublime. Alors, à moins que tu aies des compétences de chef exceptionnelles, mais ça ne pourra pas donner de super recettes parce que même la cuisine fonctionne avec des principes d'organisation. Les légumes ne cuisant pas tous avec la même durée et la même température en fonction des résultats escomptés, on ne va pas les mettre dans un ordre hasardeux. Sinon, on aura de la bouillie de certains légumes et on aura des légumes qui seront encore trop fermes ou pas assez cuits. Le secret des gens qui durent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas la spontanéité, c'est la stratégie. Au lieu d'attendre que l'autre prenne une initiative magique qui validerait ton importance, par exemple, passe à la co-construction intentionnelle, pas spontanée. Parce qu'un couple heureux se traite avec la même rigueur et le même sérieux qu'une entreprise de haute technologie. On s'assoit, on regarde ce qui fonctionne, on planifie les moments où on va s'occuper de nous. Ce n'est pas moins romantique de dire vendredi à 20h on se retrouve. C'est au contraire une preuve de valeur immense. C'est parce que c'est tellement important pour moi d'investir dans le couple que je mets un rendez-vous. Donc tu dis à l'autre finalement que ton temps avec lui est si précieux qu'il mérite une place sacrée dans ton emploi du temps et qui plus est surchargé. Et comme je l'ai appris en gestion d'entreprise, plus on a de choses à faire, plus on planifie ce qui compte. Plus on a de choses à faire et plus on planifie ce qui compte. Je pourrais le dire autrement. Moins tu planifies les temps conjugaux et plus tu es en train de te convaincre que ce n'est pas important pour toi. Ça ne compte pas. Passer de l'attente magique à la co-construction intentionnelle, c'est vraiment nécessaire si tu veux t'inscrire dans cette dynamique de construire un couple heureux sans attendre que la magie opère. Et je souhaite vivement que tu t'inscrives dans ce couple heureux sans attendre que la magie opère, parce que tu vas te retrouver bredouille, charrette, carotte. Je ne sais pas comment le dire autrement. On a aussi dans l'imaginaire collectif l'idée que s'oublier pour l'autre, c'est le sommet de la preuve d'amour. C'est beau. On a appris que se sacrifier, c'est faire preuve de générosité. C'est magnifique. Il l'aime ou elle l'aime tellement qu'il ou elle s'est sacrifié. Et en réalité, ça c'est une bombe à retardement. S'oublier, c'est accumuler une frustration qui finit inévitablement par exploser en retentissement un jour et en ressentiment toxique. J'appelle ça des mines antipersonnelles. Or, pour bâtir un couple heureux, il est nécessaire que tu refuses de t'effacer, d'effacer ton identité, de te taire, de te terrer, de ne pas être toi. Parce que celui qui s'annule pour le bien du nous finit toujours par présenter une facture salée à son partenaire, un jour ou l'autre. L'estime de soi et la vie de couple sont indissociables. Tu ne peux pas offrir une présence de qualité si tu es vidé de ta propre substance par un dévouement mal placé. Tu as
à passer par cette estime de toi. Est-ce que tu t'aimes ? C'est une question que j'aime souvent poser. Je te propose un angle dans lequel tu vas te mettre en premier. C'est un angle atypique, je sais. Et c'est pas un angle d'égoïsme. C'est un axe d'égocentrisme. Se mettre en priorité. Ce n'est pas un acte contre l'autre, mais c'est un acte pour le lien. L'égoïsme, c'est un extrême. Imagine qu'il est à gauche, par exemple. L'altruisme, c'est un autre extrême. Imagine qu'il est à droite. On est sur deux extrêmes. Je propose l'équilibre entre tout cela. L'égocentrisme. L'égocentrisme consiste à te mettre à la première place. Si tu ne prends pas la responsabilité de ton propre bonheur, tu délègues cette charge à ton partenaire. Et ça, c'est un fardeau insupportable pour ton partenaire. Mettre ton bonheur à la première place, c'est te nourrir, c'est te construire, c'est t'édifier, te fortifier pour, entre autres, et je dis bien entre autres, participer au bonheur conjugal. Alors que j'entends des personnes qui disent que la vie conjugale, c'est pas bien, c'est une forme de soumission, on disparaît un peu, on se soumet à l'autre et finalement, c'est parce qu'on est en manque qu'on se met en couple. Si tel est le cas, effectivement, je donne raison à ces personnes-là. Mais un couple heureux est composé de deux entités solides qui se suffisent à elles-mêmes. Ah oui, c'est bien ce que j'ai dit. Un couple heureux est composé de deux entités solides qui se suffisent à elles-mêmes. Et elles se suffisent en cultivant leur propre joie, en cultivant des passions, en cultivant un équilibre. Tu arrives dans une relation avec un surplus d'énergie à partager parce que tu t'es tellement nourri et fait du bien en dehors de la relation que quand tu viens au contact de ton partenaire, waouh, c'est une effervescence. Tu as des choses à partager qui sont énormes. Finalement, tu ne viens pas avec les mains tendues pour prendre ou recevoir, mendier de l'amour. Tu viens avec les mains pleines pour partager ce que tu as dans les mains. En cultivant ta propre joie, tes passions et tout ça, c'est ce qui se passe. Donc, l'égocentrisme consiste à comprendre que ta santé émotionnelle est le premier rempart contre l'épuisement conjugal, entre autres, et je dirais même, et la déprime relationnelle. La pépite ici, c'est de comprendre que si tu ne te nourris pas par toi-même, tu vas chercher à sucer l'énergie de l'autre. C'est le mécanisme du vampire émotionnel. Parce que je suis vide à l'intérieur, j'exige que l'autre me valide, me rassure, me porte en permanence. Cette dépendance finit par asphyxier le partenaire. Pour maintenir un couple heureux, tu as à être capable de rester debout, seul, sans ton partenaire. Ton partenaire est un bonus magnifique qui peut justement venir nourrir la gratitude, la reconnaissance, la satisfaction de te dire, purée, j'ai la chance, j'ai le privilège, j'ai le bonheur de partager mon bonheur avec lui ou avec elle. Mais c'est pas ta source de respiration, ta source de bonheur. En travaillant sur toi, tu libères l'autre de la mission impossible de te sauver et tu rends enfin la rencontre authentique et possible, saine. Ça veut dire que quand survient le conflit, après des calmes plats, on n'est pas devant une difficulté ou un problème, puisqu'on est tous les deux habitués à aller se recharger, se nourrir, se remplir et se fortifier. On ne va pas se disputer en alerte rouge avec le curseur émotionnel au plus haut, parce qu'on va comprendre que le conflit est un outil de diagnostic indispensable pour faire remonter les impuretés. On va utiliser ça pour se dire, tiens, je prends connaissance du fait qu'il y a des choses qui ont besoin d'être assainies. Je vois en moi de l'agacement, de l'irritation, de la colère. Ça montre que j'ai besoin de travailler sur moi pour assainir certaines choses. Je suis encore dans l'égocentrisme. Donc je vais gérer les disputes du couple ou les crises du couple comme des révélateurs, des opportunités pour faire remonter à la surface les informations à côté desquelles je suis passé, mon partenaire est passé, mais aussi pour continuer à progresser, à m'épanouir, à me développer, à m'apprendre, comme à apprendre mon partenaire. Donc on ne cherche plus à avoir raison dans un conflit conjugal,
on coopère pour créer un nouveau cadre. J'aime beaucoup l'idée de tendre un micro comme quand on est un journaliste. On va dire à notre partenaire, quand tu as vécu ceci ou cela, j'ai vu que tu l'as mal vécu, qu'est-ce qui fait que tu l'as mal vécu ? Je vais me mettre à l'écoute, parce que je me rends compte que mon partenaire est en train de cheminer avec lui. Il est en train d'appeler à une maturation. Et un de mes moyens de participer à cette invitation, à la maturation, peut-être s'il m'y invite, mais peut-être qu'il ne m'y invite pas et qu'il le manifeste. Mais s'il le manifeste devant moi, je suis témoin. Je suis de fait invité. Je peux participer en lui tendant le micro. Je te tends le micro pour que tu puisses te révéler à toi-même. Non pas parce que moi je suis ton thérapeute, ton coach ou ton psy. Non, non. Je te tends le micro parce que je me sens intéressé par ce que tu vis. Et je sais que ce faisant, le fait de me l'exprimer va te permettre de cheminer avec toi-même. Et tu entends que cette approche que je propose par rapport au conflit, pour bâtir un couple heureux, est une approche qui va faire que on va mettre à terre toutes ces volontés de se défendre, de se justifier quand l'autre souffle pour dire oui mais en fait c'est pas mon intention, ce que je voulais c'était vraiment faire ci, c'était faire ça, non, on s'est mal compris, en fait je voulais vraiment mais en fait non, c'est fini, on arrête ça parce qu'on sait que le fait de chercher à se justifier ou à donner des explications ne fait pas que l'autre a moins mal. Par contre, ça lui donne l'impression que ce qu'il ressent est moins important que les intentions qui m'ont mené à faire ce que j'avais à faire. Le gros du travail consistera à avoir mes intentions saines et en même temps, parce qu'elles sont fondées sur quelque chose de véritablement sain, accepter que quelqu'un puisse mal prendre mon acte, même si mon intention était saine et amour. Je vivrais bien, je n'aurais pas besoin d'expliquer, mais tu sais, c'est parce que je n'avais pas l'intention de faire ça, j'ai voulu faire... Non, je n'ai pas besoin de le faire, puisque l'autre, c'est de fait que mon intention était saine, mais plus encore, je suis mieux placé pour savoir que mon intention était saine. Nul n'est donc besoin de l'expliquer. S'expliquer que mon partenaire souffre, c'est participer à une forme d'agression finalement. Or, construire un couple heureux sans attendre que la magie opère, c'est ne pas aller rajouter des agressions et des explications, synonyme des agressions, me défendre, synonyme des agressions, en lui faisant croire qu'il a tort, qu'il a eu tort de ressentir ça, parce qu'en fait, c'était pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais faire, il a mal vu les choses, en fait. Tu te rends compte que on est en train de véhiculer à notre partenaire qu'en fait, s'il vit mal ce qu'il a vécu, c'est sa plus grande faute parce qu'il a mal interprété notre propos ou notre action. Donc en fait, il a tout faux. Je préfère qu'on aille dans une autre dynamique, tu comprends ? On va enlever les oui mais, on va enlever les excuses, on va enlever les explications, les justifications et on va valider l'émotion de l'autre à 100%, sans aucune concession logique. Tu as mal vécu cela ? Qu'est-ce qui fait que tu l'as mal vécu ? J'entends que tu le vis mal. Je suis en train de valider, parce qu'en fait il me dit qu'il l'a mal vécu, donc je le prends comme étant il l'a mal vécu. Point. C'est un moyen de construire un couple heureux. Est-ce que tu me suis ? Regarde la suite logique. Si j'ai véritablement travaillé à avoir une intention saine, que mon partenaire a mal vécu l'acte que j'ai posé ou la parole que j'ai posée, grâce au fait que mon intention est saine et que je me sens suffisamment égocentré, c'est clair pour moi que j'ai une estime de moi saine, forte, je m'aime, je vais pouvoir prendre soin de mon partenaire qui souffre. Par contre, si j'ai agi sans vraiment réfléchir de manière impulsive, spontanée, comme on se fait croire qu'il est nécessaire d'agir de manière spontanée, mais pas correspondant à quelque chose que j'ai appris, qui est fondé sur des principes relationnels, je vais agir et mon partenaire, dans mes propos ou mes actions, risque de mal prendre ce que j'ai dit ou fait. Mais comme ça a été spontané et naturel, parfois fondé même sur ce que j'ai acquis de mes aïeux, je vais me rendre compte que mon partenaire souffre. Et donc je vais procéder à des explications, avoir recours à des justifications. Mais non, en fait, c'est pas ce que tu crois, donc tu te trompes, tu es à côté de tes pompes, etc. Et en fait, au lieu d'être à l'écoute et de servir mon partenaire, je me sers de la situation pour mon intérêt propre, avec mes explications, mes justifications, etc.
Je suis donc en train d'abîmer le lien et de faire autre chose que de construire un couple heureux. J'espère que la magie opère, que mon partenaire ira bien, même si je continue à lui appuyer sur la plaie. Mais comment est-ce possible ? À moins qu'il ait une très très forte hémorragie, je vais appuyer sur la plaie pour l'aider à limiter l'hémorragie, mais c'est rare. On va donc passer par une écoute attentive et active de ce que l'on vit soi-même pour que l'action soit fondée sur une intention claire et saine et que ce faisant, quand le partenaire prend mal ou vit mal ce que l'on a fait, on soit en mesure, parce qu'on s'est suffisamment chargé en amont, d'écouter sa souffrance et de l'écouter à 100%, sans aucune concession logique. Le couple heureux est un va-et-vient finalement entre deux autonomies, la mienne et celle de mon partenaire. Entre deux communions, celle que j'ai avec mon partenaire et celle que mon partenaire a avec moi. On n'est jamais dans un état figé, on n'est pas dans du mitigé, on est deux entiers. J'ai horreur de l'expression dire « Ah, c'est ma moitié ». Non, tu es entier et ton partenaire est entier. Un couple est fait de deux personnes entières. Justement, un couple dysfonctionnel est fait de deux personnes qui ne sont tellement pas complètes qu'elles vont aspirer à ce que l'autre soit celui qui va venir les compléter. Donc, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, vampiriser l'autre pour aller équilibrer son milieu intérieur parce qu'on n'a pas la capacité, vu qu'on n'a pas appris, à aller se nourrir suffisamment. Quand on a appris à se nourrir suffisamment, synonyme à s'égocentrer, répondre à ses propres besoins, on va entrer dans cette autonomie qui va favoriser une communion saine. Je pense que ça a été assez clair. Et que peut-être c'est l'occasion de faire le point dans ton couple pour te dire, tiens, est-ce que j'ai la capacité de construire un couple heureux ? Parce qu'il y a fort à parier que tu te sois engagé dans une relation conjugale avec l'intention d'être un couple heureux et pas un couple bof, comme j'aime le dire souvent. Donc oui, tu as, avec ce que tu viens d'entendre, des éléments pour commencer à redésirer une relation durable, pour mieux aborder les crises de couple, pour entrer dans une communication positive avec des éléments que tu vas construire qui pourront relever de la routine amoureuse, par exemple, en étant pleinement conscient de l'importance de travailler à ton épanouissement personnel. Il y a une question que tu peux poser à ton partenaire. Après t'être posé la question à toi-même d'abord, et après avoir répondu à toi-même, est-ce que tu es un partenaire qui te suffit à toi-même ? Est-ce que tu sais apprendre ? Est-ce que tu sais te nourrir ? Est-ce que tu sais te construire ? Ton niveau d'apprenabilité est élevé à quel niveau ? Ces questions, tu peux te les poser pour toi et y répondre pour toi-même avant de prendre le temps, pourquoi pas, de les partager avec ton partenaire pour l'inviter à y répondre et que, ensemble, vous puissiez y répondre de manière à recommencer à envisager de construire un couple heureux, sans attendre que la magie opère. Mais ça, je pense que j'ai déjà suffisamment dit. Maintenant, c'est clair. Pas de magie, de l'action, de la conscience, de la construction, de l'apprentissage. Pas de spontanéité, de la planification, de la projection. Vraiment. D'ailleurs, permets-moi de sourire un petit peu parce que j'imagine que tu vis dans une maison. Entre nous, tu préfères une maison qui a été construite spontanément ou une maison qui a été construite avec un plan ? Je pense que tu connais la réponse. Hein. Parce que si tu préfères une maison construite spontanément, je te donne les coordonnées de numéro bis pour construire ta prochaine construction conjugale et tu vas te rendre compte que ça va être un petit peu en biais, un peu tordu, un peu penché avec des endroits où tu vas te dire mais c'est bizarre, comment cet architecte a-t-il pu entrevoir ça ? Ouais, je sais. Tu es OK d'avoir une maison qui soit construite avec un plan. Pareil pour une voiture qui soit construite avec un plan. Puis un téléphone qui fonctionne parfaitement bien parce qu'il a été construit avec un plan. Est-ce que ça te dit d'avoir un couple heureux qui a été construit avec un plan ?